Qu'est-ce qui fait un bon héros? Bon, à moins d'avoir plusieurs heures devant nous, il serait compliqué de répondre à la question. Il n'existe clairement pas de réponse nette et précise. Mais prenons 2 secondes. Je vais vous poser une question. Si là, maintenant, vous deviez regarder un film, pas le temps de réfléchir, vous devez faire un choix maintenant. Interdit de passer des heures à scroller pour en trouver un. Lequel choisiriez-vous? Bon, c'est une vidéo, donc là actuellement je parle uniquement à mon micro et à ma caméra, donc je vais répondre à ma propre question. Bon, déjà c'est évident, choisir une valeur sûre. Un film où je sais que je vais passer un bon moment devant. Un film marquant quoi. Ah, je sais. Pourquoi pas un bon duel physique et psychologique entre le Chevalier Noir et le Joker? Ou non, une belle bataille sanglante entre le Black Pearl et le Hollandais volant, ça peut être pas mal ça. Ah non, je sais, une bonne petite guerre intergalactique entre le côté obscur de la force contre le côté lumineux. Mais attends, là ça me fait poser une autre question. Pourquoi ce sont ces œuvres cinématographiques qui viennent me parler en premier? Pourquoi ce sont elles qui m'ont le plus marqué? Pourquoi ce sont ces héros qui encore aujourd'hui m'accompagnent? Et bien l'une des raisons principales, elle est toute bête. On a même la réponse devant nous, elle est claire, elle est limpide. Ça se passe au niveau des personnages. Chaque grand héros est destiné à se confronter à un grand méchant. Bon, dit comme ça fait un peu gamin. Le gentil héros contre le vilain méchant, mais quand on regarde de plus près, force est de constater que le grand méchant de l'histoire possède tout autant d'intérêt ou de fascination que le personnage principal, aussi bien au niveau de ses origines que de son histoire ou qu'au niveau de son développement. C'est là qu'on se rend compte que son écriture est déterminante pour la richesse de l'histoire et de son univers. Et c'est d'eux dont il est question dans cette vidéo, ou du moins de leur création. Car on peut se demander, du moins moi je me demande, comment les plus grands antagonistes du cinéma ont-ils vu le jour? Comment ces personnages sont-ils sortis de la tête de ces créateurs? Quelles ont été les origines et les inspirations derrière la fabrication de ces méchants iconiques? Vous le savez vous? Non? Allez, je vous raconte tout. Alors messieurs dames, ici petite fierté nationale car sachez-le, mais le Joker, l'un des plus grands méchants de tous les temps, tire son origine de la France, et plus particulièrement d'un roman d'un petit auteur qui a sorti quelques œuvres ayant fait un petit peu de bruit et qui s'appelle Victor Hugo. On est en 1869, et Victor Hugo il sort un roman philosophique intitulé L'homme qui rit. Dans ce livre, on y découvre le personnage de Gwynplaine, et Gwynplaine il a une particularité physique assez spéciale, assez étrange, c'est qu'il porte en permanence sur son visage une sorte de rectus, ce qui donne l'impression qu'il est tout le temps en train de rire. La cause étant qu'enfant, Gwynplaine était un orphelin qui était défiguré, mutilé par des trafiquants qui souhaitaient le vendre. Maintenant, on remonte 59 ans plus tard pour arriver en 1928. Sort cette année-là The Man Who Laughs. Je sais, pas mal l'accent. Qui est l'adaptation du roman L'homme qui rit par le réalisateur Paul Leni. Le film met donc en scène les aventures du personnage Gwynplaine, et c'est l'acteur Conrad Veidt qui interprétera le rôle. Il sera donc parfaitement grimé et maquillé pour le besoin du film, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous rappelle plus que vaguement un personnage bien connu de la culture populaire. Les créateurs du genre comics The Batman, Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, ont confirmé s'être inspirés de la performance de Conrad pour donner vie au plus grand méchant de l'histoire des comics, qui n'est nul autre que le Joker. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'aussi bien la version écrite que la version filmée ont été des échecs commerciaux. Le livre est un des moins connus et vendus de Victor Hugo, et le film a souffert de l'arrivée du cinéma parlant apparu à cette époque-là, moment où le public a commencé à bouder, à se lasser du cinéma muet. Donc il s'est peut-être suffi de pas grand-chose pour avoir une autre version du Joker, qui sait. Ah, le légendaire pirate maudit des océans Davy Jones. Le terme légendaire ici n'est pas utilisé pour rien, car le capitaine du Hollandais volant tient son nom d'une légende bien connue des marins. Le nom Davy Jones fait référence à un démon, voire le diable des océans qui entraîne les marins au fond de la mer et les y retient à jamais en guise de punition pour leurs péchés. Il existe une expression anglaise, Davy Jones Locker, littéralement le vestiaire de Davy Jones, ce qui signifie le fond de la mer, là où reposent les marins perdus. Plusieurs théories concernant les origines de cette expression existent, mais une théorie populaire voudrait qu'elle provienne du nom d'un personnage ayant réellement existé, nommé Davy Jones. Selon la légende, il s'agissait d'un pirate notoire qui terrorisait les mers au XVIIe siècle. Il était si effrayant que les marins ont commencé à l'appeler Davy Jones, le diable des mers. Au fil du temps, le nom a été associé au monde sous-marin où se trouvent les épaves et les marins noyés. On attribue différentes formes à Davy Jones, à chaque fois empruntant une forme de la peur des marins. Un coup c'est une baleine, l'autre fois un requin, puis un calmar géant, prenant même parfois la forme d'événements naturels, météorologiques comme un tourbillon ou un ouragan. De multiples descriptions lui ont été faites, avec d'immenses yeux en forme de secoupe, 3 rangées de dents, une queue d'écorne avec même de la fumée bleue sortant de ses narines. Davy Jones règne en maître sur l'océan, avec à sa botte ses petits démons et les esprits de la mer qui obéissent à ses ordres. Il peut apparaître sur les mâts et voiles de navires, annonçant doucement, mais sûrement, leur destruction imminente. Mais une chose est sûre, tous ceux qui meurent en mer et sombrent au fond de l'océan, dans le casier de Davy Jones, lui appartiennent.
George Lucas ne s'est jamais caché d'avoir été inspiré du cinéma japonais pour créer l'univers de Star Wars, et plus notamment du film La forteresse cachée d'Akira Kurosawa, avec qui notamment il collabora par la suite. Mais beaucoup ignorent qu'il ne s'est pas qu'inspiré du cinéma japonais, mais aussi de son histoire, pour créer l'antagoniste de son œuvre, le Seigneur Sith, Dark Vador. La personne ayant inspiré Dark Vador est lui aussi un seigneur de guerre. Il s'agit du samouraï Date Masamune. La ressemblance entre les deux hommes est avant tout esthétique, et c'est au niveau de l'armure que ça se passe, et surtout du casque. Dès le début du projet, George Lucas avait comme inspiration le Japon, et avait imaginé Dark Vador comme un samouraï. Il voyait Vador avec une robe de soie qui flottait toujours à son arrivée, et qu'il pourrait avoir le visage couvert de soie noire et avec une sorte de grand casque comme un guerrier japonais. Pendant cette phase de création, c'est l'illustrateur Ralph McQuarrie qui suggère d'ajouter un masque pour semer la peur chez les ennemis, et avec comme principale inspiration le casque de Masamune. Ralph réalise plusieurs croquis et avec l'aide du sculpteur Brian Muir, il conçoit le masque. Au final, on retrouve dans l'œuvre de George Lucas le même type de casque avec un bouclier étendu autour du dos et des côtés et a également utilisé les couleurs impressionnantes de son armure noire. En plus de l'aspect esthétique, on retrouve beaucoup de similitudes dans la vie des deux hommes. Déjà, le contexte dans lequel les deux ont grandi. Dans les deux cas, on est en pleine période de guerre et de déséquilibre politique. Masamune a vécu dès son enfance pendant la période de guerre civile au Japon, où il y avait une constante instabilité. Leur évolution est aussi parallèle, avec une grande ascension au pouvoir. Masamune succède à son père sur le trône, devenant par la suite un chef de guerre samouraï vénéré. Une allusion à Anakin qui se libère de son esclavagisme sur Tatooine pour devenir un chevalier Jedi, puis un seigneur Sith sous le commandement du chancelier Palpatine. Tout comme Anakin avec le décès de sa mère par les Tusken Riders, Masamune perdra aussi son être le plus cher en la personne de son père, qu'il vengera par la suite. Son père, Teromune, sera enlevé par un clan ennemi pour convaincre Masamune d'arrêter son expansion. En apprenant la nouvelle, Masamune se lance à la poursuite des ravisseurs pour les tuer et ramener son père. Il y parviendra, mais malheureusement lors de la bataille, son père essuiera des tirs alliés et mourra sous les balles de son propre fils. Pour se venger, Masamune fera torturer et tuer les familles de tous les hommes impliqués dans l'enlèvement de son père. J'ai introduit la vidéo en vous posant la question de ce qui faisait un bon héros, mais on pourrait aussi se poser la question de ce qui fait un bon méchant. Une chose est sûre, l'un ne va pas sans l'autre. Au même titre que le Batman, que Jack Sparrow, que Luke Skywalker, leurs rivaux le Joker, David Jones, Dark Vador sont tout autant devenus des personnages iconiques. Ils fascinent, ils intriguent, à tel point qu'ils possèdent leurs propres œuvres où cette fois ce sont eux qui empruntent le premier rôle. Sans grand méchant, il n'y aurait pas de grand gentil, et il n'y aurait surtout pas de grands films. Mais surtout, derrière tout ça, il y a leurs créateurs, leurs architectes, les cerveaux qui leur ont donné vie. Et pour leur donner vie, ils sont allés puiser dans leurs imaginations, dans leurs inspirations, dans ce qui les a construits au fil de leur vie, dans leurs histoires. Car oui, il y a toujours une histoire, même derrière celle que l'on vous raconte.